Bonjour à tous. Je voulais publier cette vidéo en réaction à la petite polémique qui est là depuis hier sur Internet au sujet de ce groupe Facebook qui s'appelle Le Divan des médecins et qui a fait l'objet d'une enquête journalistique qui est parue sur le Nouvel Obs rue 89 et qui, bien sûr, comme c'est souvent le cas sur Internet, a été repris depuis ce matin par d'autres médias qui reprennent souvent les sujets d'enquête par ailleurs, qui les ont marqués et puis qu'ils les remettent sur leur site, donc ça commence à faire parler de soi, et je voulais réagir. Je fais une précision pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai effectivement pas mis cette réaction sur ma chaîne comme si, puisque ma chaîne habituelle, c'est une chaîne où j'essaye de faire des vidéos d'explication, de vulgarisation sur des sujets scientifiques, médicaux, psychologiques, etc. Et donc là c'est une réaction plus personnelle, plus des nuances que je voulais moi-même apporter, donc je l'ai mis plutôt sur cette chaîne personnelle. Cette chaîne personnelle que je vais d'ailleurs peut-être relancer puisque j'ai le projet de faire un podcast, mais je pense que j'en dirai plus dans quelques temps. Et puis j'avais envie de réagir pour pas mal de raisons. Je voudrais déjà faire deux avertissements. Le premier, c'est que j'ai un double conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts numéro un, c'est que je suis dans ce groupe, je le connais depuis quelques mois déjà, et il y a un certain nombre de choses que j'aimerais y défendre, même si j'ai des critiques à apporter. Le double conflit d'intérêts, c'est qu'une des deux personnes qui a enquêté, je la connais personnellement, et c'est quelqu'un dont j'apprécie souvent, et la plupart du temps même, le travail, les livres, les articles, etc. Donc une des deux personnes qui a mené l'enquête sur ce groupe est une de mes connaissances personnelles, une amie. Et du coup, alors je précise aussi, avant que les collègues carabins me sautent dessus, je ne lui ai pas donné d'informations, évidemment, sur le groupe quand elle menait son enquête. C'est des informations qu'elle a reçues de gens qui ont bien voulu lui en donner et qui, en général, n'étaient pas en accord avec ce groupe et qui lui ont donné, et c'est ce qu'elles expliquent les journalistes dans l'article, qui leur ont montré des captures d'écran qui leur ont permis d'accéder au contenu du groupe. Pour ma part, je ne l'ai pas fait puisque, vu que c'est un groupe privé, voilà, je lui ai donné mon opinion, mais en aucun cas je n'ai partagé de capture d'écran ou de contenu. Je me suis contenté de donner mon opinion et qui allait plutôt dans le sens d'une modération de la critique au vu de ce que je vais vous dire. Le deuxième avertissement que je pourrais faire, c'est que j'ai un avis nuancé sur cette histoire. Comme j'ai un avis nuancé, c'est-à-dire que à la fois il y a des zones que j'ai envie d'approuver, moi, de cet article et de cette enquête, et à la fois, il y a des zones avec lesquelles je suis un peu plus en désaccord et des choses que j'ai envie de défendre, y compris dans le groupe Le Divan des médecins. Donc, comme j'ai un avis nuancé, du coup, je pense que personne ne sera d'accord avec moi et que c'est peut-être pas plus mal comme ça, mais moi, j'aime bien la nuance et essayer de réfléchir un petit peu plus loin. Il y a des réactions très très tendues, très extrêmes. C'est normal parce qu'on est les premiers temps, mais c'est aussi normal parce que c'est Internet et que souvent, ça s'extrémise et ça se polarise, et je trouve ça regrettable qu'on puisse pas avoir de débat calme et nuancé. Les gens qui me connaissent savent que ça me tient à cœur. Et du coup, voilà, mon avis risque d'être nuancé, donc je vais le faire en trois parties. D'abord, je vais rappeler le contexte. En deuxième partie, je vais dire ce que j'ai apprécié, moi, dans cette enquête journalistique. Et à la fin, je vais dire ce que, par contre, je n'ai pas apprécié et ce qui m'a plus gêné autour de cette enquête. Et j'essaierai de conclure toujours de façon nuancée, c'est-à-dire qui, évidemment, ne plaira à pas grand monde, ou peut-être à tout le monde, si j'ai de la chance, je ne sais pas trop. Le contexte, c'est qu'il existe, donc maintenant c'est révélé, c'est plus un secret, hein. Il y a un groupe Facebook qui est un groupe privé qui s'intitule Le Divan des médecins et sur lequel il y a donc, je ne sais plus, le compte a été fait dans l'article, mais il y a 11 000 et quelques membres, donc beaucoup de monde, qui sont médecins et qui sont là sur ce groupe et qui est un groupe de discussion ouverte en fait entre médecins. Et sur ce groupe, on trouve différents types de postes, c'est-à-dire qu'il y a il y a notamment, et c'est quand même une grosse partie du groupe, il y a des demandes d'aide médicale, d'avis médicaux sur des cas cliniques. Quand un confrère est embêté par un cas et qui se pose des questions, il y a beaucoup d'autres confrères, dont des spécialistes, qui peuvent répondre avec la réactivité qu'on connaît aux réseaux sociaux. Donc ça peut arriver que les gens se posent des questions, ou par exemple un généraliste qui peut-être est seul à ce moment-là dans son bureau avec le patient, qui se pose des questions, qui peut assez rapidement avoir accès à pas mal d'avis et d'avis de confrères, de confrontation d'avis.
il y a aussi d'autres choses. Il y a l'aspect divan. Un divan, comme son nom l'indique, hein, c'est ce qu'on dit quand on va chez le psy. Hein, le divan, c'est l'endroit où on va s'allonger et déverser ce qui ne va pas. Et donc c'est aussi un endroit où les médecins ont trouvé un lieu entre confrères, donc entre gens qui partagent les mêmes préoccupations, le même style de vie, le même style de métier. On trouvait un lieu où ils pouvaient s'épancher en quelque sorte et en parler quand ils avaient des difficultés, quel que soit le type de difficulté d'ailleurs, j'y reviendrai. Et puis il y a aussi tout un tas, comme dans tous les groupes Facebook qui prennent de l'ampleur, je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, mais vous devez sûrement le savoir, tous les groupes Facebook qui prennent de l'ampleur s'éloignent parfois de leur objet, et il y a aussi des posts qui sont franchement en dehors du sujet et qui obtiennent plus ou moins de réactions. Il y a des gens évidemment qui font des posts plus à vocation politique ou de réaction à l'actualité, même si ça ne parle pas de médecine. Il y a évidemment des posts qui parlent de leur vie personnelle et qui montrent des photos de leurs enfants, de leurs vacances, etc. Bon, comme beaucoup de groupes Facebook où les gens finissent par créer des liens, notamment il y a toujours un noyau de gens qui publient beaucoup et qui finissent par créer des liens. Donc voilà, c'est ce groupe Facebook. Et puis ce qui a attiré l'attention des journalistes, c'est qu'il y avait des personnes qui étaient dans ce groupe, qui sont parties de ce groupe, ou qui, selon certaines, en ont été exclus, parce qu'ils ont critiqué certains posts, ils ont critiqué certaines formulations, ils ont critiqué certaines réactions qu'ils ont trouvées très vulgaires, voire intolérantes, voire, voilà, on a tout entendu, racistes, classistes, homophobes, misogynes, etc. etc. Et ils en ont parlé à l'extérieur du groupe, ils en ont parlé sur Twitter, et évidemment, à un moment donné, il y a des personnes intéressées par le monde de la santé qui se sont mises à enquêter là-dessus pour voir un petit peu ce qu'il en était, et qui ont fait un article pour donner la parole finalement, enfin moi je le vois comme ça en tout cas, un article qui visait aussi à donner la parole à ces gens-là qui avaient un autre point de vue que l'appréciation de ce groupe et qui étaient gênés, profondément gênés, voire parfois choqués de propos qui avaient été tenus sur ce groupe. Alors, l'enquête a eu lieu. Évidemment, les gens qui sont sur le divan des médecins et qui trouvent des aspects positifs sont très gênés par cette enquête, sont choqués, voire pour certains sont franchement virulents et fâchés de ça. Encore une fois, je révèle rien de ce qu'il y a sur les groupes privés. Hein. C'est des révélations qui ont lieu soit dans l'article, soit des gens qui en ont parlé tout à fait publiquement sur Twitter, puisque les discussions Twitter sont publiques. Voilà un peu ce qui s'est passé. C'est la polémique qui enfle depuis hier. Et voilà, je voulais parler un petit peu de ce que ça m'inspire. La première partie, je voulais dire ce que moi j'ai apprécié, ce que moi j'ai trouvé bien dans cette enquête, et donc qui me paraissent des choses peut-être qui s'adressent peut-être à certains de mes confrères ou à certains de mes frères. Moi, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a des gens qui se sont sentis en fait blessés par tout ça. À la fois, il y a ceux qui sont partis du divan ou qui l'ont dénoncé, qui ont mis en lumière finalement, qui ont dévoilé les propos affligeants qui ont pu parfois être tenus, se sont sentis vraiment blessés, vraiment pas bien d'être dans ce groupe ou de devoir lire ce genre de propos. Et à la fois, je pense que les gens qui n'ont pas tenu ce genre de propos, l'immense majorité des gens qui sont sur ce groupe se sont sentis aussi blessés, attaqués, se sont sentis agressés, notamment dans leur vocation professionnelle, dans leur qualité, dans leur probité de médecin, dans leur liberté de pouvoir échanger entre eux et de pouvoir dire des choses qui leur tenaient à cœur. Et donc du coup, ça me paraît intéressant d'essayer de nuancer et d'essayer d'entendre, après tout c'est un peu mon métier, d'essayer d'entendre les différents aspects d'un problème, d'entendre les différents points de vue et voilà, d'écouter différents sons de cloche. Alors donc c'est un petit peu artificiel, mais je vais couper mon propos en ces deux morceaux. Pour commencer, ce que moi j'ai trouvé intéressant quand même et ce que j'ai apprécié dans cette enquête, moi j'ai apprécié le fait que cette enquête effectivement partent de faits, partent de faits réels, de capture d'écran, de dialogues qui ont réellement eu lieu. J'ai bien aimé aussi que cette enquête donne la parole finalement à des médecins, à des soignants qui avaient quelque chose à dire, alors quelque chose qui peut ne pas plaire, ne pas satisfaire les gens qui sont sur le groupe, mais c'est à eux qu'on donne essentiellement la parole, donc c'est déjà une critique qui vient du sein même
de la profession et de gens qui appartiennent à cette même profession. Moi, j'ai trouvé intéressant qu'elle existe, cette critique, et qu'une parole puisse être donnée à des gens de ce groupe. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a réellement des gens qui se sont pris des volets de bois vert à chaque fois qu'ils ont essayé de dire attention, peut-être que là les propos qu'on tient sont pas ok. Et à chaque fois ils se sont pris, effectivement, ça j'en ai été témoin, ils s'en sont pris dans la figure où on leur disait oui, la liberté d'expression, le fait que c'est un groupe fermé, toujours ces arguments-là. Et c'est des arguments auxquels je tiens, et ceux qui me connaissent savent que la liberté d'expression c'est quelque chose de fondamental, de très important. Mais je pense que la liberté d'expression dont on se revendique doit s'étendre à la liberté d'être critiqué et la liberté de nous critiquer les uns les autres et de débattre. Finalement, l'idée du sois d'accord ou casse-toi n'est pas vraiment le prémisse à un débat serein. Et par ailleurs, s'il existe des dérives graves, des propos regrettables, alors il ne faut pas nier le fait qu'il y a une sorte de responsabilité collective. Quand il y a un groupe, il y a une forme de responsabilité collective à laisser dire, à laisser faire. Je veux dire, en ce moment, les gens le disent, parfois maladroitement, mais parfois assez justement, que, je sais pas, je prends un exemple qui n'a rien à voir, mais que le milieu littéraire a été un peu complaisant avec un certain auteur, que le milieu cinématographique a pu peut-être à une époque être complaisant avec, et on pourrait en dire pareil sur tous les milieux, et je pense qu'il y a une forme de responsabilité collective quand il se passe des choses. Alors, bien entendu, on parlera de liberté d'expression, mais la liberté d'expression inclut les limites à la liberté d'expression. C'est un fait, c'est comme ça, et c'est dans toutes les lois. La liberté d'expression, c'est pas forcément la liberté de tout dire, et la liberté d'expression s'applique même dans un cercle privé. Et puis il y a cette critique qui revient souvent, que ce serait un cercle privé parce que c'est un groupe privé sur Facebook. Alors là, je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas bien Internet. Alors certains diront que je passe peut-être trop de temps sur Internet, ça je le sais, mais pour le coup, ça me permet quand même de dire que non, un groupe qui contient des milliers de gens est depuis longtemps plus totalement privé. Alors, bien entendu, et l'article le souligne, c'est pas si compliqué effectivement d'entrer dans le groupe. Alors, il faut avoir un numéro RPPS, un numéro de médecin, mais je veux dire, c'est un groupe considérable, 11 000 personnes, et c'est inimaginable que ce qui se dit ne sorte pas. C'est pas pensable. Alors on va dire que ça en fait pas un groupe public non plus, il faudrait pas que ça le soit, mais ça en fait un groupe, on va dire, semi-privé. Le fait qu'il y ait un filtre, ça laisse quand même entendre que ça s'adresse, disons, à un public averti, un public qui est prêt à entendre certains propos, qui est prêt à voir certaines photos sans filtre, parce qu'ils partagent une culture commune de métier, et puis cette culture commune, elle inclut aussi tout ce qui a été dit sur l'humour carabin, etc. Mais imaginez que les propos pourraient ne jamais sortir de là, c'est totalement illusoire, et sans être bridé sur le fond, peut-être qu'il faut une forme d'automodération sur la forme quand on s'exprime sur Internet, y compris sur un groupe privé, surtout si ce groupe privé est très très grand. Et peut-être que cet article nous rappelle ça aussi, qu'il faut être attentif à ce qu'on écrit quand on est sur Internet, il faut être attentif à ce qu'on met. D'ailleurs, un des trucs les plus problématiques, c'est que des fois c'était limite au niveau secret médical. Ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait être irréprochable, et s'il y a des reproches qui ont pu être faits là-dessus, c'est pas parce que c'est un groupe privé que voilà. Donc, il faut être extrêmement attentif à ce genre de choses. Et puis, soyons clairs, je pense que pas beaucoup de monde peut le nier. Sur le groupe, il y a régulièrement des propos qui étaient tenus et qui étaient un peu limites. Alors, des blagues, bien entendu, et on pourrait discuter du bon goût ou du mauvais goût de ces blagues. La liberté d'expression autorise les blagues de mauvais goût, mais c'est vrai que la provocation devrait être subtile, et qu'elle ne l'est pas toujours. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la provocation des comiques, les provocations, je sais pas moi, de Pierre Desproges ou de Coluche, etc. Ils ne se rendent pas toujours compte de la finesse, de la subtilité avec laquelle ces gens-là faisaient de la provocation. Je pense qu'il y a eu plus tard des comiques bien plus sinistres qui faisaient de la provocation qui n'en était pas. Et donc la limite n'est pas toujours simple à poser, et ça je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus,
Et c'est vrai que l'humour carabin est un humour de décompression, un humour où le sexe et la mort sont des sujets qui reviennent, où on décompresse en se moquant allègrement de ce qui finalement fait peur et fait souffrir dans la vie. Et des fois, l'humour des salles de garde ne sort pas des salles de garde aussi parce que c'est difficilement compréhensible. Il y a une part de l'humour carabin, il faut le reconnaître, qui peut être de mauvais goût et qui est difficilement compréhensible, mais qui reste de l'humour. Par contre, il y a aussi des propos qui ont été tenus, effectivement, dont certains ont été soulignés. Moi, j'étais assez surpris parce que ce n'est pas les propos que j'aurais le plus soulignés. Il y en a d'autres qui m'ont embêté. Il y a des propos qui étaient assez directs, voire qui dépassaient certaines limites, qui riaient non pas de certains comportements, mais de certaines catégories. Parce qu'en fait, c'est ça qui est particulièrement attaqué. C'est un groupe sur lequel les gens viennent vider leur sac, et ils viennent vider leur sac parfois sur des propos et des attitudes de patients qui ont été difficiles à vivre pour eux. Alors évidemment, c'est un côté gênant de se moquer des patients. C'est un côté gênant de venir rire sur l'attitude de quelqu'un qui était en souffrance et qui s'y est très mal pris. Maintenant, soyons clairs, les attitudes des patients, c'est comme celles des médecins, elles ne sont pas parfaites, et quand on est dans une relation avec quelqu'un, des fois il y en a un qui se comporte mal, des fois il y a l'autre qui se comporte mal. Et ce qui est gênant, c'est quand effectivement, quand les attaques, les rires, les vidages de sac se mettaient à généraliser et ne visaient plus certains comportements de gens, mais certaines catégories de gens. Et c'est vrai que c'est toujours gênant. Alors oui, il y a des patients qui ont des comportements terribles, c'est sûr, il y a des médecins qui ont des comportements terribles, c'est ça, c'est les humains. Mais dénoncer des catégories de gens, ça reste compliqué, et c'est tout à fait choquant, et c'est des propos qui, pour certains, ne devraient pas être tenus. Des catégories de gens. Les patients qui ont certaines pathologies, les patients qui ont certaines conditions, certaines catégories. Et puis quand même, je le redis, la critique principale émise dans l'article vient de gens qui sont dans notre profession, de gens qui méritent peut-être tout autant ou tout aussi peu d'attention que des propos plus gênants. Et puis il y a certains propos qui me gênent franchement et qui ne sont pas évoqués. Il y a des propos qui sont pas toujours très clean scientifiquement sur ce groupe. Je veux dire, même parmi les médecins, il se trouve un certain nombre de gens pour faire du prescrire bashing, pour être opposés au vaccin ou pour être des cheerleaders de l'homéopathie. Bon, mais ce ne sont pas des propos infamants ou diffamants, ce sont des propos non scientifiques et qui pour certains sont pas vraiment dignes de médecins. En général, ils se font recadrer. Bref, tout ça pour dire que je trouve quand même positif quand il y a des choses gênantes, compliquées, qui sont émises quasi publiquement. Je trouve ça cohérent et logique qu'à un moment donné, il y ait un retour de bâton, qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui dise « Attends, c'est déconnant ». C'est normal, et c'est pas étonnant qu'on en attende beaucoup des médecins, qu'on en attende beaucoup des gens qui nous soignent, et qu'on puisse être facilement gêné par les propos qu'ils peuvent éventuellement tenir dans un cercle qui n'est pas totalement privé, dans un endroit qui est Facebook quand même, et où même si tu veux dire que c'est un groupe privé, tu as quand même les conditions d'utilisation qui disent que tes propos ne t'appartiennent plus. Les propos qu'on écrit sur Facebook, même dans les groupes privés, même quand vous échangez des messages privés, les propos, ils appartiennent à Facebook. Vous renoncez à tout, vous renoncez même à vos droits d'auteur sur ces propos-là. Donc voilà, donc ça, ce sont les choses qui, à mon avis, méritaient d'être dites, les coups de pied dans la fourmilière que peut-être il fallait donner, qui pour certains étaient mérités, qui ont fait réagir, et c'est bien la preuve qu'il y avait quelque chose de gênant, puisque ça a fait réagir, ça a déclenché des débats, des tensions, des polémiques, et ça c'est très sain pour moi à partir du moment où les gens discutent. Maintenant, je vais passer aux aspects qui m'ont quand même gêné dans cette enquête. Ce qui me gêne, c'est qu'à la fois, c'est bien qu'on laisse la part belle aux impressions de gens qui ont été déçus par le groupe. Et leur impression, ce qu'ils disent dans l'article, c'est que leur impression, c'était que ces propos-là, ces propos maladroits, voire effarants, voire interdits, ils avaient l'impression que ces propos-là représentaient, je cite, le quotidien de ce groupe. Et
Et là, c'est gênant parce qu'il y a une autre impression qui est par beaucoup de gens dans ce groupe, qui ne sont pas forcément les gens qui parlent le plus, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout l'impression que c'est le quotidien de ce groupe. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que l'essentiel de ce groupe, c'est de se donner des informations, de se faire de la formation médicale entre nous, de ceux qui ont des infos. Il y a des gens qui sont des surspécialistes de quelque chose, qui donnent des infos aux autres, qu'il y a de l'entraide médicale, qu'il y a des gens qui se plaignent des patients, mais il y a aussi des gens qui sont émus et touchés par les patients. C'est très fréquent qu'il y ait des posts qui sont d'ailleurs émouvants, et je ne vais pas les raconter d'ailleurs, parce que moi ça m'émeut beaucoup à chaque fois que j'en parle, de gens qui ont raconté d'histoires de patients qu'ils ont perdus, de patients qui sont morts, voilà, suite à des injustices, de saloperies de maladies, de gens qui n'ont pas réussi à soigner, à sauver. Et ça aussi, c'est du vidage de sac et qui n'est pas du tout négatif et péjoratif. Il y a eu des grandes manifestations d'empathie et d'entraide, par exemple des collègues qui ont eu des gros malheurs dans leur vie, ou des gens qui ont perdu un enfant, une femme, ou qui ont eu des maladies graves et qui se sont fait entraidés par les uns les autres. Il y a eu beaucoup de belles manifestations, et la partie critique des patients, alors il faut en parler parce qu'elle existe, mais la plupart du temps, elle n'est pas diffamante ou infamante. Et je veux dire, l'impression globale de la plupart des gens, c'était que au moins, il y a au moins une erreur dans cette enquête, à mon avis, avec laquelle tout le monde est à peu près d'accord, même les gens qui ont soutenu l'article dans le groupe, et il y en a beaucoup, même les gens qui ont soutenu l'article pourraient dire quand même qu'il y a un problème d'exagération, qu'il y a un problème de proportion, et que l'article laisse penser que la majorité des propos qui sont tenus sont de cet ordre, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas, ce qui n'est pas l'impression de la majorité, et il faudrait limite être statistique, mais c'est impossible d'être statistique sur ce plan-là, et j'y reviendrai aussi. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de posts qui sont des propos sur certaines attitudes de patients qui ont été difficiles, parce que bien sûr il y a des choses qui ont été compliqué à gérer pour les médecins, il y a des patients qui ne se sont pas très bien comportés, il y a des patients, et je ne parle pas autour des grèves, mais des patients qui ne prennent pas le temps de prévenir leurs médecins qu'ils vont être absents à leur rendez-vous. C'est un vrai problème. Sur une année, ça peut représenter des centaines de consultations, vraiment des centaines, et ça fait des centaines de places pour des gens qui ont du mal à avoir un rendez-vous. Je veux dire, on est dans un désert médical global. Je veux dire, il n'y a pas que dans les campagnes, dans les grandes villes, c'est le désert médical aussi. Vous mettez du temps à avoir des consultations avec un médecin, et c'est vrai que je comprends le légitime énervement d'un certain nombre de médecins quand des patients n'ont pas la correction d'appeler pour prévenir qu'ils vont pas venir. Et puis il y a aussi des patients qui viennent et qui sont très exigeants, qui peuvent s'énerver. Il y a oui, bien sûr, c'est vrai, il y a des patients qui se comportent mal, mais encore une fois, il y a aussi des patients qui se comportent bien, il y a des patients qui sont touchants, il y a des patients qui souffrent. Et bon, voilà, je pense que dans une relation humaine, il y a toujours lieu de se plaindre à un moment ou à un autre dans une relation entre deux personnes. Et puis il y a une question qui n'est pas posée finalement par l'article, mais que moi j'ai bien envie de poser, c'est pour que les médecins se plaignent et souffrent, comme ça semble souffrir, faut-il qu'ils aillent si mal pour avoir ce besoin de s'épancher? Je veux dire, c'est des soignants, c'est quand même des gens qui ont choisi ce métier, c'est pas un métier qu'on leur impose. En général, les études de médecine, c'est assez difficile, donc c'est un métier qu'on choisit. Ils ont choisi un métier dans lequel ils allaient essayer d'aider les autres. Et vraiment, il faut être en souffrance, il faut être en difficulté pour avoir un tel besoin de vider son sac et de s'épancher. Et donc, en fait, on ne s'est pas posé la question sous cet angle-là. Est-ce que, quand on va se faire soigner, en face de soi, on a aussi quelqu'un qui peut-être a des difficultés, peut-être n'est pas très bien. Et en ce moment, je pense que c'est pas grossier de dire ça. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui vont mal. Il y a beaucoup de médecins qui vont mal dans les hôpitaux, qui quittent les hôpitaux. Il y a beaucoup de médecins dans les services d'urgence qui sont en grande difficulté. Il y a beaucoup de médecins qui sont dans des zones un peu désertées et qui sont en difficulté, qui sont très débordés. Voilà, je pense qu'il y a des médecins en souffrance, des soignants en souffrance, et ça dit quelque chose sur notre société quand il y a des soignants en souffrance. Ça dit quelque chose quand même sur le monde dans lequel on est, si ceux qui sont censés nous soigner et nous aider vont pas très bien. Et voilà, je pense que ça représente ça aussi. Et je veux dire, je ne vais pas faire des tonnes sur la crise des hôpitaux, vous l'avez tous entendu, c'est une vraie difficulté. Et donc peut-être c'est une question à se poser, ça. Ça ne tient pas compte donc
d'un grand nombre de postes qui sont significatifs d'une souffrance, ça ne tient pas compte d'un grand nombre de postes qui sont de l'entraide médicale, ça ne tient pas compte d'un grand nombre de postes. C'est signalé en début d'article, je ne le conteste pas, mais c'est très vite contrebalancé par cette impression d'un quotidien qui serait fait de blagues insultantes. Voilà. Et de l'idée qu'il n'y aurait pas assez de modération. Alors effectivement, moi c'est l'impression que ça donne, en tout cas je me trompe peut-être, l'impression que ça donne c'est qu'il n'y a pas beaucoup de modération. Et en tout cas qu'il y a de la modération a posteriori, c'est-à-dire qu'effectivement, alors je crois que quand un sujet est signalé, en général il est modéré, mais après coup, et qu'effectivement les publications ne sont pas filtrées avant. Mais là aussi, si on connaît un peu Internet, c'est le cas dans beaucoup de groupes qui sont très grands. Là, il y a une centaine de posts par jour. Je pense que c'est un vrai boulot à plein temps de modérer. Et les gens qui modèrent sont des gens qui sont aussi des médecins, qui ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Et donc, du coup, qui prennent un certain temps pour le faire. Et a priori, pour avoir déjà modéré des groupes Facebook, c'est quand même assez chronophage. Et voilà, c'est pas des professionnels de l'Internet, ils ont aussi une vie à côté, ils ont aussi un métier, ils ont aussi une famille, et donc ils ne peuvent pas modérer les publications avant. Je crois qu'il y a aussi un phénomène, c'est qu'elles sont peu signalées par les médecins, parce que je pense qu'ils connaissent les uns les autres leur faculté à déraper ou à faire des mauvaises blagues, et je pense que des fois il y en a qui réagissent. Ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas tenu compte. La plupart du temps, quand il y a des propos qui déconnent, il y a des réactions quand même, il y a des gens qui leur disent, et j'en ai fait partie plus d'une fois, de gens qui leur disent mais tu peux pas tenir un propos pareil, c'est pas possible, et c'est pas forcément le signalement qui arrive en premier comme idée, et donc finalement tout ça, ça fait quand même peu de posts. Alors je suis d'accord, on n'a pas remonté très loin dans le fil pour trouver des posts problématiques, mais ça veut dire quoi par remonter très loin? Quelques jours, combien il y aurait de postes problématiques? 1, 2, 3 par mois, ça ferait déjà 1 sur 1000, et peut-être qu'il y en a moins, peut-être qu'il y en a un peu plus, mais en tout cas, c'est quelques postes sur des centaines, parce que je me refuse à compter, par exemple, ce qui est signalé dans l'article, les photos trash. Je suis désolé, un corps malade, c'est plutôt trash quand il y a des photos anonymisées bien sûr, mais d'une partie de peau parce qu'il y a une affection dermatologique, ou parce qu'il y a une parasitose, ou parce qu'il y a des choses comme ça, ou des noms que je préfère même pas vous donner parce que vous iriez chercher sur internet des photos et que vous feriez des cauchemars. Quand il y a ça, oui c'est trash, ça c'est pas des choses qui devraient être censurées, le côté trash. Quand il y a des patients qui se sont mal comportés éventuellement avec leur médecin, et que le médecin a envie de dire non mais on n'a pas à se comporter comme ça, je crois vraiment pas qu'il faut chercher des noises à ce genre de poste, parce qu'il y a des médecins qui tiennent des blogs et qui le disent tout à fait publiquement. Quand il y a des propos insultants, effectivement, insultants ou homophobes ou misogynes, ou etc., je pense qu'ils sont peut-être pas assez signalés, mais qui ne doivent pas représenter un nombre aussi énorme que ça. Et je pense que c'est ça qui a embêté beaucoup de médecins, c'est l'impression que tout le monde était comme ça sur ce groupe. D'ailleurs, le titre a été changé et c'est très significatif, mais les titres d'autres médias qui ont repris, eux, n'ont pas été changés, et ils laissent vraiment sous-entendre que tout le monde à cet endroit serait comme ça, ce qui n'est pas le cas. Je pense que des gens qui vivent en relation avec des autres dans leur métier quotidien ont sûrement souvent des difficultés et ont besoin de décharger. Moi, je ne serais absolument pas choqué s'il existait des groupes avec des profs et que ces profs disaient des choses pas très reluisantes sur certains élèves, sur certains parents d'élèves qui des fois ont un comportement lamentable avec les profs, sur certains supérieurs hiérarchiques, je ne sais pas, des proviseurs, des directions. Bah oui, tout le monde ne se comporte pas bien, et je pense que ce ne serait pas choquant qu'il y ait des groupes avec des profs qui vont se choquer de ce que peuvent leur dire ou leur faire leurs élèves, ou de ce que peuvent leur dire ou peuvent leur faire les parents. Et je pourrais prendre l'exemple avec un paquet d'autres professions, et bien sûr il y a des médecins qui se comportent très mal, et moi j'ai toujours été à mon petit niveau sur internet le premier en tout cas à dénoncer quand
quand les médecins se comportaient mal, quand il y a quelques confrères qui ont déconné ou qui ont laissé perdurer des systèmes. Je sais que les gynécologues ont fait des énormes efforts et qu'ils essayent de faire des choses parce qu'on leur a reproché de la violence obstétricale et que ça n'a pas lieu d'être, la violence gynécologique et obstétricale. Et ben, je sais qu'ils y sont sensibles et qu'ils font des choses là-dessus, même si encore une fois, il ne faut pas généraliser. Donc moi, je suis d'accord qu'il y a des médecins qui se comportent mal et que parfois il y a des patients aussi qui se comportent mal et qu'ils en parlent entre eux. Et puis il y en a d'autres, hein. On pourrait parler des magistrats qui ont fait un mur des cons quasi public avec des noms, des nominatifs. Là quand même on a quand même franchi une étape. Je pense que pour le coup il y a très peu, contrairement aussi à ce que pourrait penser un lecteur un peu naïf, il y a très peu de secret médical qui a été transgressé. Voire pas. Et quand ça a été fait, je peux témoigner qu'il y a des posts qui ont été modérés, des photos qui ont été partiellement effacées, etc. pour contrer ça dès que c'est signalé, parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer, on est bien d'accord. Et les gens réagissent à ça, les gens disent tout de suite attention, secret médical. Donc je pense qu'on peut parler des dérives, on peut parler des gens qui réagissent aussi. Et parfois les médecins peuvent dire aussi ce qui a été difficile pour eux chez les patients, parce que les patients le disent. C'est un phénomène, par exemple, dont on parle beaucoup, c'est les avis sur Google. Enfin, je veux dire, quand même, aujourd'hui, comme n'importe quel resto ou comme n'importe quelle entreprise de quoi que ce soit, on peut mettre une note et rédiger un avis sur Google au sujet de son médecin. Et donc, du coup, les gens s'expriment. Je pense que c'est là aussi de la liberté d'expression, mais enfin vous savez comment ça se passe. La plupart des gens qui écrivent là-dessus, ce sont les gens qui ne sont pas contents, ou alors parfois, par exemple, comme c'est mon cas en tant que psychiatre, mais j'imagine que ça doit être la même chose pour des, je sais pas, proctologues ou autres, les gens ne vont pas forcément aller dire publiquement qu'ils ont été voir un psychiatre à partir de leur compte Google qui souvent est à leur nom et prénom. Donc en revanche, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents et qui vont écrire des avis sur Google et qui vont dire tiens, moi ça m'est arrivé récemment de dire à une patiente allez voir tel médecin pour votre problème, tel confrère spécialiste qui est très bien, je sais qu'il est très compétent là-dessus, je le sais vraiment. Et la personne me dit oui mais elle est très mal notée sur Google quand même. Vous voyez, donc ça c'est quand même gênant, c'est des questions qu'on peut se poser et je pense que c'est intéressant que les médecins puissent dire aussi que on peut attendre des médecins certaines attitudes et qu'on peut attendre aussi des patients parfois certaines attitudes qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, je voulais parler des automodérations qui sont parfois effectives, des posts, certains posts qui sont dénoncés dans l'article qui avaient déjà été supprimés en fait au moment de la parution de l'article, a priori. Bon, maintenant c'est dur à vérifier après coup, mais vraiment je crois avoir repéré ça. Mais peu importe, je ne veux pas entrer dans des discussions d'apothicaire, comme on dit, avec big up pour mes collègues pharmaciens, pardon pour ce mot un peu dégradant pour vous. Je me suis aussi posé la question, moi, de la finalité de cette enquête, et je m'en suis ouvert à la personne que je connais qui a participé à cette enquête. Finalement, si l'idée c'est de faire parler les gens qui ont senti qu'ils n'avaient pas de place dans le groupe quand ils dénonçaient certains propos, je trouve ça intéressant, je trouve ça noble de donner la parole aux victimes. Maintenant, il faut bien comprendre que ça n'amènera qu'un soulagement de surface pour ces personnes-là, c'est-à-dire que sur le coup, ils vont avoir l'impression, mais ça ne va pas soulager le fait qu'ils se sont sentis blessés. Et j'en suis navré, mais c'est comme ça. La contre-attaque, la vengeance n'apporte qu'un bref soulagement et pas toujours efficace. Donc je comprends qu'on ait envie aussi de dévoiler les choses et de donner la parole à plusieurs aspects. Et ça, moi je trouve ça plutôt une bonne chose que différents aspects d'une question, de façon générale, puissent être traités. Et c'est plutôt bien s'il y avait de la place pour ça. Alors, les aspects positifs, c'est que peut-être toutes les polémiques qui ont eu lieu sur le groupe même après ont permis de libérer un petit peu et de discuter de ça un peu plus ouvertement. Et voilà, ça peut éventuellement être intéressant. Maintenant, est-ce que l'utilité de l'article se limiter à ça? Est-ce que l'utilité de l'article, c'est d'imaginer
que les plus virulents des gens qui seraient sur le poste et qui auraient les propos les plus polémiques, que ces gens-là vont changer, vont s'auto-modérer. Je pense pas. En général, au contraire, quand on dénonce quelqu'un, quand on le pointe du doigt, quand on l'attaque, il a tendance à se renforcer dans son comportement. Si on lui dit « tu ne devrais pas dire ça », en général, il a envie de dire « ah bah si, je vais le dire, et puis je vais le dire plus fort ». Donc, à mon avis, ça ne fera pas changer les personnes qui ont les propos les plus gênants. Ils vont peut-être juste se dire qu'ils ont plus la possibilité de le dire. Bon, voilà. Est-ce que l'idée, c'est ce qui me gênerait, moi, ce qui est sous-entendu à la fin de l'article, qu'il faudrait qu'il y ait une espèce de prise de contrôle qui soit sur ce groupe, mais une prise de contrôle par qui, finalement? Les patients, la CPAM, l'ordre des médecins, puisque l'ordre des médecins a été interrogé. Je crois justement qu'il y avait cet endroit qui était hors des tutelles, hors des personnes à qui on est censé rendre des comptes, et qui rassurait les médecins dans leur liberté de parole. C'est-à-dire que, par exemple, si effectivement tu es sous tutelle de l'ordre des médecins, est-ce que tu vas pouvoir critiquer l'ordre des médecins? Si tu es sous tutelle de la CPM, est-ce que tu vas pouvoir critiquer et discuter du fonctionnement de la sécurité sociale? Si tu es surveillé par, disons, des patients, est-ce que tu vas pouvoir aussi librement dénoncer l'attitude, même sans faire de propos diffamants, infamants ou sur des catégories, mais est-ce que tu vas pouvoir librement dire aussi ce que tu as envie de dire? Finalement, une prise de contrôle, à mon avis, n'est pas souhaitable, et j'y reviendrai. Je pense qu'une automodération serait bien plus souhaitable. Voilà, je pense que l'idée du dévoilement, de pouvoir dire ce que la modération, en l'occurrence, ne dit pas, peut être intéressant et utile si ça ne mène pas finalement à une censure. Voilà, je pense qu'il y a quand même cette idée que il pourrait y avoir une automodération des gens, ils pourraient faire attention, peut-être que ça a un intérêt de rappeler qu'on est quand même sur un lieu qui n'est pas comme une discussion de salon au coin du feu entre amis, qui est quand même un groupe sur Internet, avec tout ce que ça veut dire, que les lois s'appliquent même sur ces endroits-là, même quand les groupes ont un filtre à l'entrée, la loi s'applique. Et je pense que ça peut être intéressant qu'on se dise, ne soyons pas bridés sur le fond du propos, mais peut-être faisons attention à la forme qu'on emploie, comme on le ferait dans la vie quotidienne, comme on le ferait même dans une salle de staff un matin à l'hôpital, et où on pourrait émettre des critiques, et on ferait un peu attention à ce qu'on dit, parce que voilà, la porte est fermée. La porte est fermée, la porte de la salle de staff, mais la porte peut s'ouvrir à un moment donné. Quelqu'un peut débarquer, où on peut parler un peu fort et ça peut s'entendre de la salle d'à côté. Et peut-être que là, il faut faire un petit peu gaffe. Peut-être que là, il faut faire un petit peu attention. Sur la forme, pas sur le fond. Je pense qu'il faut garder vraiment de la liberté sur le fond. Comme je vous disais, moi qui suis un fervent défenseur de la liberté d'expression, je suis content qu'il y ait des critiques qui puissent être formulées et de la parole qui puisse se libérer, qui puisse mener à des échanges. Et en même temps, je suis très content qu'il y ait des espaces de discussion qui existent. J'espère que d'autres professions en ont, des espaces de discussion secrets à eux, où je suis content de ne pas aller, et où ils peuvent critiquer les autres, et où ils peuvent me critiquer, et où ils peuvent aussi échanger entre eux des tuyaux. Comme je vous disais, moi j'adorerais qu'il y ait un groupe de profs, et peut-être que ce groupe de profs, il y aurait un prof qui a eu un de mes enfants et qui va me critiquer si j'ai eu une mauvaise attitude à son égard, et ce sera bien mérité peut-être, et bravo, et c'est très bien qu'ils aillent en discuter entre eux, et c'est très bien qu'ils échangent aussi des tuyaux pédagogiques, et je veux dire, le divan des médecins, et qu'ils en parlent entre eux, parce qu'ils ont leur jargon, parce qu'ils ont leur façon de voir les choses, leur humour, et les situations qu'ils connaissent. Peut-être qu'ils sont en train de rire de trucs, je ne comprendrais même pas qu'ils en rigolent, parce que ça me paraîtrait normal, mais quand vous le rencontrez 100 fois par jour, voilà, ça ne l'est plus. Je pourrais vous raconter des blagues de psychiatres, qu'il n'y a que les psychiatres qui comprendront pourquoi c'est drôle, les autres trouveront ça terrible. Mais non, c'est pas terrible, c'est juste que quand vous êtes dans une situation, vous comprenez des fois en quoi c'est drôle, parce que c'est répétitif. Et donc moi je souhaite aux différentes professions, et y compris aux journalistes, et y compris aux magistrats, et y compris, etc., à avoir des lieux où ils peuvent échanger à bâton rompu. Je veux dire, après vous pouvez faire parler les gens. Je sais pas, moi, vous avez jamais discuté avec un commerçant? Putain, les mecs, anonymement, ils respectent le secret commercial, mais ils te parlent de clients qui ne se sont pas bien comportés, ils te parlent aussi de clients en s'en moquant gentiment, en se moquant sur leur goût vestimentaire, pourquoi ils ont choisi ce vêtement plutôt que celui-là. Je pense que
les hôtesses de caisse auraient un paquet de trucs à nous raconter sur les clients des magasins, et je ne vous parle pas des gens qui vont se moquer des autres dans leurs diverses professions pour leur comportement. C'est tout à fait humain, et c'est bien qu'ils le fassent entre eux. À un moment, il y avait même eu ce groupe-là d'agents municipaux qui ont publié les noms, les prénoms d'enfants, qui étaient des prénoms absolument étonnants, hallucinants, et parfois qui prêtaient à sourire, voire à rire, et ils ont pu le faire, et c'était plutôt marrant. Et donc, voilà, il faut se rappeler que l'humour se fait toujours aux dépens de quelqu'un, on rit toujours de quelqu'un, et je pense que c'est très important, et c'est là où le secret médical est intéressant, c'est qu'on ne rit pas de quelqu'un en tant qu'une personne, en lui disant c'est lui qui s'appelle comme ci et comme ça. On rigole d'un comportement, on rigole de quelqu'un qui s'est comporté de cette manière-là. Je veux dire, l'humour, il faut en faire. L'humour, c'est une façon d'exorciser, d'éloigner un petit peu les choses de soi, de les prendre avec plus de recul, et je pense qu'on peut rire et rire d'un comportement qui des fois est aberrant, et on peut même rire avec gentillesse de certaines personnes, et qu'effectivement, d'un autre côté, et ça je pense qu'il faut le comprendre, il faut éviter de rire d'une catégorisation de population où on pourrait laisser se renforcer une idée reçue. Voilà. Si on a un patient, si un médecin généraliste a un patient qui est le 20e de la semaine, à lui dire « mais vous savez docteur, avec moi, il n'y a que les antibiotiques qui marchent », effectivement, on peut rire de ce comportement, qui est un comportement général de gens qui n'ont pas assez entendu toutes ces campagnes qui disaient que les antibiotiques, c'est pas automatique, que les viroses doivent être traités de façon symptomatique, et que c'est très important qu'ils le comprennent, et à force qu'une situation se répète, c'est presque un running gag, et pour certains médecins généralistes ça peut paraître drôle, et peut-être qu'en dehors de la médecine ça fait pas rire du tout. C'était plus gênant quand ça pointait par exemple des catégories de gens, comme ça a été pointé dans l'article. Si c'est les patients qui ont la CMU, les patients qui ont des douleurs chroniques, les patients qui ont des pathologies psy, les patients je ne sais pas quoi, les violets, les mauves, les homos, les hétéros, etc. Si on pointe une catégorie, les blondes ou je ne sais quoi, si on pointe une catégorie de gens, c'est sûr que c'est toujours compliqué parce que ça transporte une idée reçue sur la catégorie de gens. Par contre, quand il y a un comportement qui est terrible, voilà, et bien des fois ça va entraîner le rire, mais un rire qui va être un exutoire parce que c'est des fois un comportement pesant. C'est des fois un comportement pesant, et des fois un comportement qu'on reconnaît comme pas volontaire. Quand on est urgentiste et qu'on va avoir le 100e patient de la journée et qui dit ça fait des heures que j'attends, mais bah oui monsieur, mais ça fait des heures qu'on essaye d'éponger le retard parce que c'est la crise aux urgences. Voilà, il y a quand même comme ça un certain nombre de comportements qui peuvent paraître drôles dans un contexte médical, qui ne le sont pas ailleurs, et qui ne doivent pas pour autant être stigmatisants. Je suis d'accord que la limite est un peu floue, et on se doit au moins d'être attentif à ça, et de faire attention, et pas forcément de censurer, mais je trouve que le mot est joli, de modérer, et de faire un petit peu attention, et au moins de mettre en avant qu'il y a plusieurs sons de cloche, qu'il y a des gens qui peuvent penser que ça c'est drôle, d'autres qui peuvent penser que ça l'est moins, et qu'on ait la possibilité de l'exprimer. Et puis bon, faut être clair, bien entendu, ce qui est dénoncé, le racisme, l'homophobie, le sexisme, etc., ou les jugements de valeur sur des catégories de patients, doivent pas être faits. C'est-à-dire que mettre tout un groupe dans le même panier à cause des agissements de quelques-uns n'est effectivement pas acceptable. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Mettre tout un groupe de 11 000 personnes à l'index à cause des agissements de quelques-uns, qui sont d'ailleurs condamnés par une partie des gens qui sont dans ce groupe, voilà, il ne faut pas que ce soit la même réaction. C'est une réaction bien trop grande. Et j'espère qu'il n'y aura pas une espèce d'émulation pour que d'un seul coup, on condamne toute l'initiative. Voilà. Si c'était le cas, eh bien, c'est qu'effectivement, peut-être aurait-il fallu réagir plus fortement face à certaines dérives que certains ont constatées, et réagir plus fortement et plus vertement pour éviter un éventuel gâchis qui j'espère n'aura pas lieu, parce que je pense que ce groupe est globalement une bonne initiative, et que 95%, 90%, je ne sais pas, enfin une immense majorité de ce qui se passe sur le groupe est plutôt bénéfique pour les patients, et aussi pour les médecins, donc indirectement pour les patients. La comparaison sera peut-être ma dernière critique
J'en ai pas fait beaucoup finalement des critiques, mais j'en ai fait quelques-unes petites. Je pense que la comparaison avec la Ligue du LOL était largement usurpée. On n'est pas en train de parler de gens quand même qui étaient journalistes et qui avaient des moyens de se mettre ensemble pour faire du harcèlement en bande organisée et faire du mal aux gens. On n'est vraiment pas en train de parler de ça quand on a des gens qui anonymement se moquent gentiment, plus ou moins gentiment, avec plus ou moins de bon goût, de gens qui se sont mal comportés à leur égard. Voilà, avec certaines blagues qui n'ont pas lieu d'être, on est bien d'accord là-dessus, mais la Ligue du LOL, on n'a pas attaqué le fait qu'ils ont fait des mauvaises blagues, voire des propos misogynes ou sexistes ou homophobes ou etc. C'est pas ça qu'on a attaqué. La Ligue du LOL, c'est quand même des gens, si j'ai bien compris, qui se sont ligués ensemble pour aller faire du mal à quelqu'un. Là, ça n'a pas été le cas du tout. Donc la comparaison est un peu forte et c'est pour ça que j'espère qu'il n'y aura pas une espèce d'interdiction globale du groupe. Je trouverais ça triste, je trouverais ça dommage. Bon, je vais conclure. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo et qui ont tenu jusque-là. Si c'est votre cas, vous savez, quand j'ai écrit mon premier bouquin, c'est un bouquin sur la communication entre soignants et soignés. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que je me suis rendu compte qu'on faisait beaucoup d'années de médecine et qu'on n'avait pas beaucoup appris à communiquer. La forme de la communication avec les patients. On fait des études de médecine qui sont plutôt des bonnes études. On a des médecins qui sont d'un bon niveau en France. Et on apprend bien la médecine, c'est-à-dire qu'on apprend bien les pathologies, on apprend bien les traitements, on apprend bien pas mal de choses vraiment assez, et tout un tas de connaissances en physiologie, en pharmacologie, etc., etc. Et on apprend bien l'examen clinique, on fait beaucoup de stages, même si les stages sont très critiquables, mais c'est quand même une formation qui est 1000 fois améliorable, mais qui est quand même d'un bon niveau. Et pourtant, cette formation, elle ne nous apprend pas assez à communiquer, à gérer la relation avec les patients et à s'exprimer de la bonne manière avec les patients. Alors c'est en train de changer, il y a des enseignements qui sont en train de se mettre en route et je trouve ça bien. Mais en tout cas, au moment où j'ai écrit ce bouquin, c'était vraiment le cas. Moi, j'avais fait 10 ans d'études et quasiment pas de cours de communication. Et je trouvais ça embêtant. Pourquoi je trouvais ça embêtant? Parce que beaucoup de patients reprochaient à leur médecin de ne pas bien communiquer. Reprochaient à leur médecin de ne pas parler comme il faut, de ne pas être assez empathique, de ne pas être assez humain, de ne pas être... C'est un reproche qui revient souvent. Les médecins communiquent mal, sont pas assez, etc., etc. Et ils sont parfois un peu décevants sur le plan relationnel. Et du coup, on finit par en déduire que le médecin lui-même est quelqu'un de pas empathique, etc. Et moi, je pense que c'est profondément faux, parce que pour connaître les médecins, pour les fréquenter, c'est mes collègues à la fac, etc., moi, je pense que dans l'ensemble, les médecins sont des gens plutôt gentils, plutôt empathiques, et plutôt très sincèrement guidés par l'envie d'aider les autres, vraiment. Par contre, comme ils n'ont pas appris à communiquer, je pense que ce sont des gens souvent très maladroits, souvent des gens qui n'arrivent pas à exprimer l'empathie qu'ils ressentent ou la sensibilité qu'ils ont, qui ne savent pas bien comment s'y prendre et qui sont aussi parasités par le fait qu'ils ont beaucoup de connaissances techniques à connaître et parfois ça les empêche de faire cet effort relationnel qu'ils n'ont pas appris. Donc je pense que c'est des gens qui peuvent parfois s'y prendre très mal. Et moi je voulais essayer de contribuer à les aider à mieux parler avec leurs patients, à mieux communiquer, à mieux écouter, à mieux soigner, quoi, finalement. Et finalement, sur cette enquête, sur cet article, je dirais que, effectivement, on l'a compris, je suis assez gêné par certains trucs sur la forme, et notamment l'idée que sa lecture pourrait laisser penser à une généralisation. Et il y a une forme d'exagération, mais par contre, sur le fond, pas sur la forme, mais sur le fond, le propos est exact. Il y a des propos qui ont été proférés et qui n'étaient pas acceptables en soi. Et ça, je pense que tout le monde peut en convenir, même ceux qui sont très critiques sur la forme de cet article. Et donc peut-être qu'il y avait un coup de pied dans la fourmilière nécessaire qui va peut-être inciter certains à se modérer un peu. Et je voudrais quand même dire et souligner et affirmer que se modérer sur la forme et ne pas tenir des propos qui soient interdits n'empêche pas l'exutoire, n'empêche pas de dire ce qu'on pense, n'empêche pas d'exprimer sa sensibilité et ses émotions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien dire, ça veut dire que quand on dit des choses, on peut dire des choses fortes, des choses affirmées et des choses émotionnelles. Et il y a certains propos qu'on doit faire attention à pas tenir, et ça c'est valable partout et ça n'a jamais empêché l'exutoire, de même que ne pas être
un comique haineux et offensif n'a jamais empêché de faire des blagues quand elles sont bonnes et quand elles sont subtiles. Et voilà, donc je pense que c'est pareil et qu'il est utile et nécessaire, et ça vraiment je l'affirme, il est utile et nécessaire de critiquer certains comportements, de critiquer certaines personnes. Il est utile de le faire, il est utile d'en rire, c'est très important. Il est utile aussi de faire de l'autodérision. Je pense aussi, c'est un aspect qui n'était pas assez souligné, c'est qu'il y a beaucoup d'autodérision aussi dans ce groupe. Il y a beaucoup de gens qui se moquent d'eux-mêmes et de leur incapacité à comprendre parfois les aberrations du système de santé dont on est également souvent victime. Et donc voilà, et peut-être que aussi cet article aura pour effet d'encourager ceux qui se disaient discrètement, sous cap ou entre nous, par message privé, bah, quand même c'est un peu exagéré, ben, peut-être ça va les encourager à oser mieux le dire et à assainir cette communication. Ça c'est plutôt pas mal, mais voilà, moi je voudrais dire que la majorité de ce qui est dit sur ce groupe est plutôt une bonne chose, n'est pas mal intentionné, et souvent maladroit, je dois le dire, mais ça c'est comme ce que je vous ai dit sur la communication. Voilà, c'est souvent maladroit, c'est souvent humain et à l'image de ce que sont les médecins, c'est-à-dire des humains. Et peut-être que pourquoi s'attaquer aux médecins finalement dans cette affaire, parce que le médecin, comme il nous soigne, on a l'impression qu'il faudrait qu'il soit au-dessus, qu'il soit irréprochable. Et il a des côtés humains et des dérapages comme n'importe qui. Il est peut-être bon de le rappeler. Et donc je trouve ça intéressant que cet article ait fait discuter ceux qui veulent discuter, ceux qui peuvent échanger des points de vue contradictoires sans être dans l'invective. Et moi, je suis un ardent défenseur de la liberté de s'exprimer, et j'espère que ce groupe continuera. Je voudrais dire quand même une double réaction que j'ai trouvé assez marrante, voire risible. C'est-à-dire qu'à la fois, ce qui est intéressant, c'est que ça a fait connaître le groupe à d'autres médecins qui ne le connaissaient pas, et apparemment il y a eu des demandes d'adhésion. Et puis il y a eu des fausses demandes d'adhésion aussi, qui mettaient dans leur demande d'adhésion uniquement des insultes. Et voilà, je trouve ça à la fois un peu compliqué comme ça de recevoir des insultes, mais en même temps je trouve ça intéressant que ça puisse attirer le regard, parce qu'il y a des aspects quand même bénéfiques. Et moi je pense que vraiment il y a déjà des médecins qui se sont sentis soutenus, et ça c'est plutôt bien. Peut-être qu'il y a un de vos médecins qui s'est senti soutenu à un moment donné, qui a pu être aidé par ça, et qui a pu être accompagné aussi par ses collègues, et qui est peut-être un meilleur soignant du fait qu'il ait pu échanger avec d'autres. Il y a peut-être même des vies qui ont été sauvées, vraiment je vous jure que je n'exagère pas, il y a peut-être des vies qui ont été sauvées grâce à ce groupe, parce que c'est quand même un lieu d'échange. J'ai vu un tweet d'un ridicule mais achevé, c'est-à-dire un mec qui a écrit sur Twitter: bon alors, à partir de maintenant, quand vous allez chez le médecin, vous lui demandez s'il appartient au groupe Le Divan des médecins, et s'il vous dit oui, ou bien s'il élude la question, ce qui est un oui caché, et bien dans ce cas-là, il faut partir et même pas payer la consultation. Donc ça m'a fait vachement rire. Ça m'a fait vachement rire parce que c'est une vraie perte de chance pour le patient, parce qu'aujourd'hui, si un médecin fait partie du divan des médecins et qu'il est face à un patient où c'est un petit peu compliqué, où il ne sait pas trop comment s'y retrouver, aujourd'hui, et je mets au défi n'importe qui de me prouver le contraire, aujourd'hui c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace d'être en contact très très vite et très efficacement avec des spécialistes, avec les meilleurs spécialistes, même parfois, partout en France. Et ça, c'est quand même pas rien. Alors partout en France, même un peu plus que la France, il y a la francophonie aussi. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et donc, dommage pour ce tweetos, c'est dommage de se priver de ça. Et tant mieux, et je lui souhaite juste d'être en très bonne santé pour pas en avoir besoin. Ça va peut-être modifier aussi l'aspect, entre guillemets, divan, vidage de sac. Je crois qu'il y a quand même des gens, peut-être dernier point là-dessus aussi, mais qui se sont rendus compte que t'es pas sur un divan quand t'es 12 000. Voilà. Alors, t'es pas forcément obligé d'aller voir un psy dans une relation seul à seul où tu vas vider ton sac. Tout le monde n'a pas besoin de thérapie parce qu'il a vécu une journée difficile. Mais quand t'es à 11 000, t'es pas sur un divan. T'es vraiment sur un truc collectif. Et donc, finalement, voilà, ça soulageait de le confier à un grand nombre de gens, souvent un nombre beaucoup plus élevé que le nombre de followers de chacun d'entre nous. Voilà, mais c'est pas un divan. Voilà. Et donc ça peut faire discuter, faire réagir, mais c'est pas un divan au sens psychologique du terme. Je pense que là, c'est pas de la thérapie.
Et voilà, et c'est du soutien par contre, c'est de l'aide entre confrères. Et ça peut être intéressant et peut-être qu'il y a un vocabulaire spécifique à trouver. Donc voilà, je souhaite que ces groupes-là et que ce groupe-là continue à exister sous sa forme actuelle avec une vraie liberté de ton, avec une vraie liberté d'expression et en même temps que peut-être ça puisse aider à faire réfléchir à la façon dont on souhaite s'exprimer pour être le meilleur possible, pour pouvoir trouver la bonne mesure, comme ce que je disais sur l'humour, la bonne mesure entre dire quelque chose, exprimer quelque chose avec authenticité, avec de l'émotion, avec vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on a dans les tripes, mais comme quand on est en société, comme quand on est n'importe où, en faisant un tout petit peu attention à la forme, parce que voilà, c'est juste de la correction, de la bonne communication, et parfois du respect de la loi, et faire très attention à nos obligations aussi déontologiques qui s'appliquent même en dehors du bureau, et notamment les obligations de secret médical, et les obligations voilà, certaines obligations de correction. Donc je pense qu'il faut les deux, il faut que ce soit vivant. Moi je regrette qu'il y ait des gens qui partent pour critiquer les choses. J'espère qu'une chose, c'est que la critique soit accueillie en fait à l'intérieur d'un groupe, comme dans tous les groupes, que les critiques soient accueillies dans un groupe et qu'elles puissent être vivantes et qu'il puisse y avoir un peu d'émulation. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'il n'y aura pas une espèce d'interdiction globale du groupe. Je trouverais ça triste, je trouverais ça dommage, je trouverais ça dommageable sérieusement pour ma pratique médicale. Voilà, à titre personnel, ceux qui m'ont vu sur ces lieux-là le savent, je ne me suis jamais servi de ce groupe pour vider mon sac. J'ai la chance, si jamais j'en ai gros sur la patate, d'avoir des gens à qui en parler. Voilà, mais j'ai échangé des infos médicales avec les uns et les autres, et aussi des propos d'autres propos plus ou moins intéressants, aider d'autres, et puis peut-être plus accueillir les confidences de certains autres plutôt qu'en donner moi-même. Mais voilà, c'est pas l'aspect vider son sac qui m'intéresse le plus. Je trouve que, j'espère en tout cas que mais je pense qu'il fait partie du truc. Voilà, je pense que ça fait partie du truc, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse vider son sac et rire encourage du coup à ce que ce soit aussi un forum d'entraide médicale. C'est-à-dire que s'il y a le côté forum d'entraide médicale uniquement, on le sait bien, ça n'a pas fonctionné. Il y a plein de forums d'entraide médicaux qui n'ont pas autant fonctionné que ce groupe-là, parce qu'il y a la facilité de Facebook, on est d'accord, mais il y a plein de forums d'entraide médicaux qui n'ont pas marché, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait de la place pour du relâchement et de la détente. Et de la déconnade. Et cette déconnade, je le redis, vraiment, on doit rester dans certaines limites de correction et de loi, mais je pense que c'est ça qui rend le groupe ludique. Et moi, pour être sur d'autres groupes, par exemple dans le monde de la psychothérapie, etc., je vois que les groupes qui marchent, les groupes où on est bien, eh ben, c'est les groupes où on parle de nos patients, on échange des cas cliniques, des problématiques, on s'échange des conseils, puis de temps en temps, on parle aussi de sujets moins sérieux et on rigole. Voilà. Donc, bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Je pense que j'ai essayé d'être à peu près clair, ou peut-être pas clair du tout, mais en tout cas, ça m'a permis enfin, moi, de vider mon sac. Et puis, peut-être de faire tout ce que j'avais dit que je faisais pas. Et d'essayer de mettre en tout cas une vision nuancée. Donc, j'espère que ça n'aura plu à personne, ou que ça aura plu à tout le monde. J'espère vous retrouver dans une autre vidéo ou dans un autre audio pour partager d'autres choses qui m'intéressent. Et peut-être d'échanger avec vous dans les commentaires, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, d'échanger avec vous peut-être sur Facebook, si je fais suivre la vidéo sur Facebook. Et puis voilà, ben, moi je vous aime tous, les gentils, les méchants, les blagueurs, les pas drôles, les médecins, les journalistes, les magistrats, les Facebookiens, les Twittiens, tout ça, voilà. J'aime tout le monde, donc soyez cool et soyez corrects dans les commentaires. Non pas que ça m'inquiète, si vous voulez, vous pouvez m'insulter dans les commentaires ou dire des choses très méchantes, mais c'est juste pas très intéressant et pas très constructif et c'est pas très utile d'y répondre. Voilà, et s'il y a des gens qui veulent discuter, avoir un débat civilisé sur tout ça, bah, je suis preneur, éventuellement, peut-être pas trop parce que je passe déjà trop de temps sur les réseaux sociaux, donc c'est pour ça d'ailleurs j'ai fait une vidéo, parce que écrire tout ça en article, ça aurait été démesurément long. Voilà, à très bientôt sur un fauteuil, un divan, un mur Facebook ou ailleurs sur Internet. Voilà, à bientôt.